Vous avez remarqué, avant François Fillon, il y avait des cabinets noirs un peu partout sous la Ve République à l'Élysée. Et depuis l'affaire Fillon, il n'y en a plus. On n'a pas trouvé de cabinet noir, c'est d'ailleurs ce qu'on écrit dans le livre. Il n'est pas possible d'en apporter la preuve, comme il n'est pas possible de prouver le contraire d'ailleurs. Alors, cabinet noir sous De Gaulle, cabinet noir sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand bien sûr, avec les fameuses 3000 conversations téléphoniques conservées et archivées. Mitterrand faisait écouter Carole Bouquet, Jean Edernalier et même l'épouse de son propre Premier ministre, Laurent Fabius. Il y a d'ailleurs eu des condamnations pour ces écoutes initiées par le cabinet noir de Mitterrand. Et puis, cabinet noir également sous Chirac. Alors là, Jean-Christophe Cambadélis du Parti socialiste avait nommément accusé Dominique de Villepin, le secrétaire général de Chirac, d'être à la manœuvre. Et cabinet noir, bien évidemment, sous François Hollande, dénoncé d'ailleurs par 3 journalistes dans cet ouvrage qui vient de sortir, Bienvenue, place Beauvau. 3 journalistes d'ailleurs un peu gênés aux entournures lorsque François Fillon s'est emparé du livre pour dire « Je suis moi-même victime d'un cabinet noir ». Vous n'avez pas trouvé de cabinet noir comme l'a dit hier soir François Fillon. On n'a pas trouvé de cabinet noir. Alors là, on a vu la presse dans son ensemble rétro-pédaler sur le thème « Cabinet noir, oui pour tout le monde, sauf pour François Fillon », car ce qui arrive à François Fillon est juste et mérité et ne relève absolument pas des barbouzeries d'un cabinet noir à l'Élysée. Ça fait 2 mois qu'on ne parle que de ça. Ça fait 2 mois que les Français sont privés d'une campagne présidentielle. Vous expliquez que c'est ma stratégie? Non, pardon, c'est pas ma stratégie, c'est le résultat. La stratégie a été polluée par ça. C'est le résultat du choix que vous avez fait, l'ensemble du système médiatique, pendant 2 mois de ne parler que de ça. Car dès qu'il s'est agi de déstabiliser un candidat de droite à l'élection présidentielle, la presse française, dans un unisson parfait, a donc fait opérer un virage à 180 degrés. Le Point, Fillon victime d'un cabinet noir, une plaisanterie. Libération, Le Parisien, Le Figaro, Europe 1, Challenge, Marianne, Public Sénat, La République des Pyrénées. La question est la suivante, François Hollande est-il intervenu dans les déboires judiciaires de François Fillon? C'est vrai qu'on connaissait le François Hollande gourmand, le François Hollande sur son scooter, on connaissait le François Hollande maladroit avec sa cravate de travers, mais le François Hollande, patron d'un cabinet noir, nous est totalement étranger. Et pourtant, on apprend dans ce livre que Laurent Fabius, ministre de François Hollande, imagine, redoute même que ce soit Hollande lui-même qui ait porté à la connaissance de la presse les propres déboires qui affectent son fils. On découvre également dans ce livre un François Hollande qui s'exclame devant des parlementaires socialistes au mois de février 2014, qui s'exclame « Sarkozy, je le surveille, je sais tout de lui ». Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce livre? C'est la phrase de François Hollande lui-même qui dit à propos de Nicolas Sarkozy. Devant quelques députés. Devant quelques députés. Nicolas Sarkozy, je le surveille, je sais tout ce qu'il fait. On découvre également que la France de François Hollande, c'est 5000 écoutes judiciaires par an. Et puisqu'on parle des juges, évoquons ceux auxquels Pénélope et François Fillon ont affaire. Serge Tournaire en premier lieu. Bon, il est devenu célèbre pour avoir placé Nicolas Sarkozy sur écoute et pour avoir instruit des enquêtes à charge contre l'ancien président de la République, Serge Tournaire. Évoquons l'autre juge, Aude Burézy, qui est une ancienne du bureau du fameux syndicat de la magistrature. Vous savez, ce syndicat, dans le local syndical duquel se trouvait le fameux mur des cons. Cette magistrate, Aude Burézy, a écrit « Face au recul de civilisation qu'a engendré et que promet d'engendrer encore le sarkozysme, le syndicat de la magistrature continuera son travail de riposte ». Ça, c'est la seconde magistrate qui instruit, qui travaille sur le dossier Fillon. Reste également Stéphanie Tachaud. Elle était non politisée, nous disait-on. Bonne nouvelle. En fait, il apparaît tout de même que son père, procureur lui aussi, est un ami de l'ancien procureur de Nice, Éric de Montgolfier, qui a récemment rallié le camp Benoît Hamon, quand même. Voilà donc les 3 magistrats non politisés qui s'occupent du couple Fillon. Si j'étais François Fillon, je serais un peu inquiet. Quand même. Ah oui, je vous traite de malhonnête. Ben moi, alors, vous savez madame, pourquoi? madame, Parce que vous savez ce que c'est le pompon de toute cette histoire. C'est le coup de Bérégovoy que vous nous avez fait tout à l'heure. Ma question, si j'en ai une, elle est la suivante. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide? J'ai pas dit ça, madame. Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations qui sont des accusations mensongères. Oh, c'est triste. Oh, vous me faites de la peine. Regardez, voilà.
Eh ben moi, vous m'en faites pas. Il est blessé? Oui, absolument. Il est blessé, madame. monsieur. Absolument. Non, s'il vous plaît. C'est un débat ici. Alors, qu'est-ce qu'un cabinet noir, au fond? C'est une cellule informelle aux ordres de l'Élysée qui fait travailler ensemble des policiers amis, des magistrats amis et des journalistes amis, car, ne l'oublions pas, François Hollande tutoie à peu près la moitié des journalistes politiques de Paris. Les affaires traitées par les cabinets noirs ne sont pas à chaque fois des histoires d'État. La petite histoire racontée dans ce livre, la plus symbolique et très intéressante. Les deux journalistes sont en train de discuter avec un policier qui reçoit un coup de téléphone qui m'informe que le fils de Valérie Pécresse a été arrêté en possession de 4 grammes de hashish. Il est majeur. Immédiatement, le policier s'absente, il demande au journaliste de bien vouloir patienter, il va informer le préfet de police de Paris de cette nouvelle, et 40 minutes plus tard, les journalistes, alors qu'ils ont pris congé du policier avec lequel ils étaient en train de discuter, reçoivent un SMS de proches de Claude Barthelone, rival de Valérie Pécresse, qui les informe que le fils de Valérie Pécresse a été arrêté pour une affaire de possession de hashish. Vous voyez, tout a bien fonctionné, journalistes informés, policiers qui remontent l'information à quelqu'un dans l'entourage de François Hollande et divulgation de l'information à des fins politiques pour discréditer un rival d'un candidat socialiste. Alors François Hollande, dans son château, dispose de quelques outils redoutables d'efficacité. D'abord, Tracfin. Alors Tracfin, ça veut dire traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Alors c'est un nom compliqué pour une mission très simple. C'est lutter contre le blanchiment de l'argent sale et contre le financement du terrorisme. Ces fonctionnaires sont au nombre de 120 à peu près. Ils travaillent dans un immeuble bunkérisé du 9e arrondissement de Paris. Voilà, Tracfin est dirigé par un proche de François Hollande, proche de la Hollandie, qui se rend chaque semaine au château à l'Élysée pour faire un rapport au président de la République. Et puis, deuxième outil, la direction des affaires criminelles et des grâces. Là, François Hollande a fait nommer Robert Gély, un poste très stratégique. Robert Gély n'est pas n'importe qui, c'est un ami de plus de 40 ans de François Hollande. Ils ont fait leur service militaire ensemble et ils étaient même compagnons de chambrée au régiment. François Hollande, Robert Gély et Michel Sapin. Et le poste occupé par Robert Gély est très stratégique puisqu'il permet au palais de l'Élysée de suivre toutes les affaires politico-financières. Effectivement, il est difficile d'aligner des preuves formelles de l'existence d'un cabinet noir sur François Hollande. On ne peut pas dire d'ailleurs que les journalistes français aient particulièrement enquêté sur ce sujet. Il y a quand même l'histoire Robert Muenkel, directeur du service télécommunications et informatique de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, puis sous François Hollande. Robert Muenkel raconte d'ailleurs que assez rapidement, la nouvelle équipe de François Hollande va lui demander de communiquer des pièces concernant Nicolas Sarkozy, concernant Christine Lagarde et concernant l'affaire Tapie. Or, ces pièces sont des archives, elles doivent être archivées et légalement, il n'a pas à les communiquer à l'équipe de François Hollande. Donc, pensant respecter le droit, Robert Muenkel va s'opposer à la transmission de ces pièces qui doivent être archivées et il va subir un certain nombre de pressions extrêmement fortes exercées par des proches de François Hollande. Il les raconte d'ailleurs, ces pressions, puis ces pressions vont devenir des intimidations et il finira par être renvoyé de l'Élysée. Alors vous l'aurez observé, la question reste posée, l'Élysée est-il intervenu dans les déboires judiciaires qui affectent François Fillon ? Vous l'avez pu le voir, je n'ai pas vraiment de preuves nouvelles à vous proposer. En revanche, un sacré faisceau d'indices. Ouais, un sacré faisceau d'indices qui, à mon avis, aurait peut-être nécessité que quelques grands journalistes investigateurs français se penchent un peu sur le dossier. Eh bien, si vous avez aimé ce format, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous ici, à la maison, tranquillement, 2 ou 3 fois par semaine pour traiter des grands sujets d'actualité, mais en toute liberté, sans censure, sans filtre, sans directeur de conscience. Et on parlera de quoi ? On parlera de sujets que la grande presse bien pensante rechigne parfois à évoquer.